C'est parti. Bonjour à tous. Je me présente, je suis président de l'association ASAP Club Poitiers. Pour ce soir, nous organisons une conférence sur le CAPA, donc le concours d'avocat, et sur Subbaro. Oui. Donc pour ça, j'ai invité Michael Binilouche, Oui. Directeur des études chez Subbaro, qui viendra vous parler comment réussir à passer le concours et comment garder la motivation. Et puis, il pourra vous parler de ce qui se passe concrètement dans Subbaro. Michael, oui. Tu as la parole. Merci Thomas, je te remercie beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous parce que Subbaro, c'est le partenaire originaire de l'ASAP Club de Poitiers. D'ailleurs, je tiens à saluer Clément Orion, oui. qui nous regarde certainement. Si ce n'est pas le cas, il va... Coucou. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, voilà, il se fera taper sur les doigts. L'idée, de façon générale, c'est quoi? C'est de conclure des partenariats comme ça avec des associations qui sont des associations dynamiques pour justement chercher à faire en sorte que cet examen d'avocature soit susceptible d'être accessible à tous. Et ça, selon différents modèles. Parce que face à cet examen-là, les étudiants ne sont absolument pas égaux. Oui. Il y a 4 ans, avec Amandine, on a décidé de lancer Subbaro. L'idée, c'était pour une préparer de la même façon. Aujourd'hui, c'est pas vise passer l'examen du CRFPA. D'abord, la première chose, on n'a aucune chance de réussir si on n'est pas motivé. C'est-à-dire, si on ne se projette pas déjà dans la dynamique, qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai réussi? Comment je vais faire justement pour développer ma clientèle? Comment je vais réussir par la suite à être avocat? Être avocat, c'est une profession qui est absolument extraordinaire. En ce sens qu'elle sorte de l'ordinaire. Alors on va vous dire, il ne faut pas devenir avocat, on gagne moins qu'un juriste. Oui, quelque part c'est vrai. Il ne faut pas devenir avocat, c'est une profession qui est difficile, on ne compte pas ses heures. C'est vrai, mais vous bossez pour qui? Vous bossez pour vous et vous bossez pour un idéal. Cet idéal, c'est quoi? C'est l'idéal de la justice. C'est inestimable. Dans toutes les avancées jurisprudentielles, sur leur fondement même, il y a un avocat qui a changé les choses. Il y a un avocat qui s'est battu. Et parfois qui s'est battu seul. Je ne vais pas revenir sur Dupond-Moretti, sur Badinter. Là, on est face à des avocats qui sont absolument exceptionnels. Mais jour après jour, aller dans un tribunal et venir défendre quelqu'un, je peux vous parler d'un quotidien. Un quotidien, c'est quoi? Sur une comparution immédiate, tu vas en comparution immédiate, tu as 30 minutes pour prendre connaissance du dossier. Si tu n'es pas bon, si tu n'es pas aguerri, si tu n'as pas envie de le défendre, ton client, il ira en prison. Si tu te bats, il n'ira pas en prison. C'est un objectif à atteindre, c'est un idéal, être avocat. Alors, comment on prépare à cet examen-là? On réfléchit à la pédagogie. À Subbaro, on a une façon de procéder. C'est une façon de procéder, c'est un choix délibéré de notre part. On n'a pas, de ce point de vue-là, la prétention de dire on s'adresse à tout le monde. On ne s'adresse pas à tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est des cours qui sont des cours personnalisés. Ce que l'on rejette, c'est un modèle qui consiste à dire vous avez cours en amphi avec quelqu'un qui est extrêmement qualifié mais qui ne peut pas interagir avec vous. Moi, j'ai des cours avec des étudiants de 400 personnes. On ne peut pas interagir. Je ne les connais pas, ces étudiants. J'ai beau aller dans les travées, je ne les connais pas. Qui interagit avec eux? Les chargés de TD. Ah non, c'est dépassé ça. Ce qu'il faut, c'est du contact direct. Ce qu'il faut, c'est quand je vous donne cours, comme là je m'adresse à vous, c'est de pouvoir regarder les étudiants dans les yeux et dire « Ah non, mais toi, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Donc on va reprendre et tu vas me poser ta question. » Ça, c'est absolument essentiel. Et on adapte l'emploi du temps à ça. Et on recrute les enseignants en fonction de ça. Nos enseignants, ils sont fantastiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de donner de leur personne face à cet examen et face aux étudiants. Voilà, c'est ça qu'on exige d'eux. On exige parce que ici, ils sont dépositaires des rêves des étudiants. Vous arrivez à Sup, vous savez parfaitement que vous allez avoir, de ce point de vue-là, plusieurs formules qui sont proposées. Il y en a plein. Là, par exemple, même à l'heure actuelle, on a commencé une prépa annuelle. Quand on est à distance, on peut faire cette prépa annuelle. Il y a tout un système de liste, de réduction et ainsi de suite qui peut faire en sorte que ce soit accessible à tous. En plus de ça, quand on fait l'annuel, on va vous offrir l'estival. Pourquoi? Parce que sur ceux qui ont fait l'annuel puis l'estival, il y a un taux de réussite qui est absolument exceptionnel. C'est pour ça qu'on veut proposer ça. On essaie de le rendre accessible. Mais ça a un coût, bien évidemment. Alors, ce coût, c'est quoi? C'est avant tout un coût humain. Il faut savoir qu'il y a un aspect qui est un aspect essentiel. Vous ne pouvez pas réussir votre CRFPA si vous n'êtes pas au clair avec vous-même sur certains points qui sont des points très précis. Vous allez avoir à assainir votre entourage, concrètement, pour ne pas perdre de temps. Il faut gagner du temps et suivre une méthode qui a fait ses preuves. Cette méthode, c'est quoi? Aller en cours, suivre les cours, composer régulièrement, voir les corrections qui vous sont apportées.
Et puis ça va loin, c'est-à-dire ce contrat de confiance qui va s'établir entre vous et nous, entre les étudiants et nous, il va loin. Pourquoi? Quand vous viendrez, parce que vous allez venir, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un 3 sur 20 avec moi. Et vous allez venir me voir, vous aurez des sanglots dans la voix en me disant « Putain, vous m'avez humilié, monsieur. » Je dis « Ah non, je ne vous ai pas humilié. Il y a tout à refaire. » Pourquoi vous avez eu 3? La méthode, ça n'allait pas. Ou le fond, ça n'allait pas. Ou mieux encore, les deux, ça n'allait pas. Et les progrès, chaque point que vous allez gratter, chaque point, ce sera un point qui sera gagné pour la suite. Définitivement. C'est ça. Comment je peux m'adresser à mademoiselle de cette façon-là? Parce que je l'aurai en cours avec simplement une vingtaine, une trentaine d'autres étudiants, que je pourrais suivre sa progression. On a ça, on a cette idée-là. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux faire, j'ai bossé dans de nombreuses prépas par ailleurs, je veux faire quelque chose dont je suis fier, un produit dont je suis fier. Et je suis fier quand je vois réussir des étudiants. Et ces étudiants, quand je les vois réussir, j'essaie de faire en sorte que ça puisse être accessible à tous. Et alors c'est ça. Le concours, il est devenu difficile. Mais après, il faut savoir, par rapport à la formule, justement, quelle formule on va choisir? Eh bien, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est avoir un entretien avec moi, avec ma collègue Amandine, avec Ambre. C'est-à-dire qu'il faut avoir un entretien qui va vous permettre de dire, bon, compte tenu de votre profil, de votre budget, même le cas échéant, eh bien, je vais vous conseiller davantage ça. Ça peut être plus utile. On ne prépare pas le CRFPA de la même façon quand on est en M1, quand on est en M2, quand on est dans une année dédiée. On ne le prépare pas de la même façon quand on le passe pour la première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Parce que quand on vient chez nous, l'idée, c'est de ne pas avoir de redoublant. L'idée, vous venez chez nous, très bien, vous réussissez, par la suite vous allez intégrer l'association des anciens étudiants et on va vous garder comme ça avec nous. C'est ça notre idée générale. Ça fait peur un peu comme ça. Et on travaille également et on organise un certain nombre d'événements à destination des étudiants. Parce que tu parlais de motivation, Thomas, c'est très important la motivation. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui peut motiver les étudiants? Déjà, on travaille très bien, main dans la main, avec un éditeur. On a plusieurs ouvrages que j'ai offerts ici, je continue à offrir aux étudiants présents. On travaille très bien avec Henrik B. Éditions, qui nous permet, comme ça, justement, d'organiser un certain nombre d'événements, un certain nombre de rencontres. L'année dernière, on a développé ces rencontres. Tu vois, par exemple, sur la motivation, la gestion du stress. Henrik Barbillon, il travaille également avec nous, il est psy. Alors voilà, ça peut paraître surprenant. Pourquoi? À un moment donné, on a eu une discussion. Il y a des étudiants qui perdent une grande partie de leur capacité avec le stress. Il y en a d'autres, plus ils sont stressés, meilleurs ils vont être. Il y a quelques mois, vous avez reçu par exemple Bertrand Perrier ici. Oui. Ça, il vous apprend justement à dépasser ça. Lui, quand il est mis sous tension, il est absolument exceptionnel. Et ben voilà, vous avez un contre-exemple de ça. Mais il y a des étudiants, et moi je l'étais quand j'étais étudiant, deuxième, encore troisième année, même Master 1, avec le stress, j'ai perdu une partie de mes moyens. Ça s'apprend, comment on gère le stress. Après, dans notre entourage, au sein véritablement de la famille Subbaro, l'année dernière, on a fait venir Alexandra Reka, quadruple championne du monde de karaté. Elle vous apprend ce que c'est la pression. C'est pas la même chose. Elle est également avocate. Et c'est pas la même chose, justement. Et on peut, comme ça, faire évoluer à l'infini ce type de prestation-là. Bertrand, il est venu également chez nous faire une web class. On en fera d'autres. Et l'idée, là, vous pourriez me dire, oui, mais ces événements, ils sont parisiens. Ah non! Subbaro, c'est pas une prépa parisienne. C'est pas une prépa parisienne parce que déjà, on ouvre de nouveaux locaux à Lyon. Bon, très bien. C'est un choix. Peut-être demain à Poitiers. Pourquoi pas? J'espère, oui. Et ben voilà, d'accord. Pas demain, mais peut-être demain dans un an. On va en discuter. Ça part d'un certain nombre d'éléments. Mais même quand il y a ça, à distance, aujourd'hui, il y a des outils qui sont quand même des outils qui sont extrêmement faciles. Là, on est sur un Facebook Live, on est donc accessible à toute la France. Oui. Là, je vois dans les gens qui nous regardent, il y a des gens magnifiques qui nous regardent. Il y a John Christopher, il nous regarde depuis Lille. C'est-à-dire là, on a un rayonnement sur toute la France. Et tu verras tout à l'heure, il y a des gens qui nous regardent, je sais, ils sont en vacances où, tu vas voir. Oui. On nous regarde des States. Il y a Macron qui nous regarde. Tout à fait, il est sur ma page. Alors, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'on rend les choses accessibles. Les webclass, on peut les filmer, on peut les diffuser de cette façon-là. On fait chaque semaine un flash juris, un petit point d'actualité. Ça aide, et de plus en plus, j'incite des étudiants à passer avec moi, de tout niveau. Ça aide l'étudiant à la prise de parole en public. Parce qu'il est mis en perspective. Son jury, c'est qui? Son jury, c'est justement l'ensemble de la communauté qui va regarder le flash juris. Je me mets à ses côtés pour le rassurer le plus souvent. Parfois, c'est moi qui passe. La dernière fois, j'étais passé sur une notion, c'est-à-dire la notion de lanceur d'alerte. Je ne vous cache pas, je vous donne un coulisse. Le coulisse, c'était quoi? C'était qu'en fait, j'avais préparé le flash juris suivant qui était sur le terrorisme. Et 2 minutes avant, je me dis, ah là, heureusement, je connais la thématique, lanceur d'alerte, et je suis parti véritablement sans filet. On est comme ça dans une perspective où on se met dans une certaine dynamique.
Pour moi, c'est essentiel ça. C'est-à-dire que concrètement, il faut qu'on aide les étudiants. Il y a dans cet examen-là un certain nombre, on va dire, véritablement, de légendes qui circulent autour de l'examen. On va évacuer les légendes. On va vous réunir sous la forme d'un cocon. Ce cocon, c'est quoi? C'est afin de vous protéger. Les étudiants, ils ne sont pas protégés. Combien ici, autour de cette table, ont déjà eu un enseignant qui valorisait vos acquis? C'est-à-dire qui vous disait, voilà, c'est exceptionnel ce que vous faites. Est-ce que vous n'avez pas plutôt eu des enseignants qui parfois vous disaient en cours, ouais, vous êtes nuls? Tu sais pourquoi on fait ça? Quand tu dis ça à quelqu'un, ça te permet d'asseoir ton autorité. C'est l'argument d'autorité. Tu prends quelqu'un, tu l'écrases, après la personne, elle se dit, non mais attends, il m'a écrasé, c'est bon, c'est réglé. Mais c'est pourri, tu dis oui. Il ne faut pas dire oui. Il faut se rebeller contre ça. On ne doit pas enseigner comme ça. Je dois vous dire, vous êtes excellents sur certains points. Vous êtes, les uns et les autres, je ne vous ai pas évalué, capables certainement de faire des choses que je n'aurais jamais fait. À ton âge, Thomas, moi je ne dirigeais pas une association. Moi, à ton âge, je courais les soirées. À ton âge, même j'écumais les bars. Voilà. Donc moi, je ne dirigeais pas une association. C'est très courageux ce que tu fais. Mais c'est difficile. Ce sont des tâches difficiles. À l'examen, c'est pareil. À l'examen, c'est facile de trouver les lacunes et les défauts de chacun. Mais il y a des qualités à mettre en exergue. Et c'est la première des qualités qu'on doit avoir, c'est se fixer un objectif au départ. Parce que le moment de l'examen, on aura beau... Il y a une étudiante du coin que j'ai eue, d'ailleurs je la salue, Samantha, que j'ai eue à l'examen la veille de son examen, parfois au mépris, tu vois, même de ma vie privée. Parce que moi j'ai un chat et un chien, il faut le savoir ici, dont je dois m'occuper quotidiennement. Ils ne comprennent pas, tu vois, qu'il y a le CRFPA le lendemain. Il faut s'en occuper. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je lui tiens la main pour aller jusqu'à la salle d'examen. Mais dans la salle d'examen, il faut qu'elle se souvienne pourquoi elle le passe. Et que cette motivation, ça la gagne. Et qu'elle croit en sa bonne étoile. Mais ça, on ne vous a pas appris à croire en votre bonne étoile. Et ça, je le sais, je l'ai appris. Alors, méthode bien sûr américaine, mais aussi à un moment donné, j'étais intervenu dans une école de commerce, je ne dirai pas le nom parce que je vais dire quelque chose de très valorisant, qui était, mais nul. Mais que je te dis nul, c'était nul. J'avais un cours qui s'appelait « Approche du droit ». Approche. T'arrivais et en gros, la personne qui dirige l'établissement, donc il m'avait dit, t'arrives en cours, raconte n'importe quoi, je m'en fous, t'as 25 heures, mais il faut que ce soit plus ou moins en rapport avec le droit. Donc bon, j'arrivais, coucou, ça va, voilà, ce qui se passe, telle ou telle réglementation. Donc des aspects qui ne sont pas des aspects nécessairement très intéressants. Et même en faisant ce type d'aspect, il me disait par contre, il y a un langage à adopter, pas de formule négative, etc. Je me suis dit, bon, les étudiants diplômés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je suis allé à la cérémonie de remise des prix, je suis allé à tout ce qui était organisé. Figurez-vous qu'il y a un taux d'insertion professionnelle proche de 100%, malgré une formation qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la mise en relation, il y a un développement du réseau. Dans la méthode d'enseignement, pas dans l'enseignement lui-même, là, il n'y a rien à apprendre, mais dans la méthode d'enseignement, le fait de valoriser les étudiants, de leur dire qu'ils sont bons, on fait en sorte qu'il y ait des prises d'initiative. Et ces prises d'initiative, elles sont salutaires. Alors parfois c'est dur, déjà financièrement c'est un sacrifice de faire une prépa. Oui. Mais ensuite après, moi, je peux vous dire, le produit sub-barreau, c'est quelque chose qui est utile. Et on décline, et pour vous motiver, qu'est-ce qu'on fait? On a dans notre équipe pédagogique des avocats. Pas des faux avocats, des avocats qui vont plaider tout au long de l'année. Quand vous passez, quand ils vont plaider, on publie de plus en plus régulièrement maintenant, tel avocat vient tel jour, telle heure plaider telle affaire, si ça vous intéresse, venez, il pourra vous encadrer. Il vous parle un petit peu avant, il vous débriefe après. Quand on n'est pas sûr de passer l'examen, quand on n'est pas sûr de sa motivation, ça c'est particulièrement utile. Parce qu'on se retrouve dans quoi comme dynamique? On se retrouve dans une dynamique où on est encadré par quelqu'un et vous voyez dans la façon de plaider. Et parfois, et c'est ça qui est mieux, et ça c'est pas dans notre équipe pédagogique, quand vous assistez à des plaidoiries, vous voyez des avocats et vous êtes révulsé. Et ça va justement susciter quelque chose chez vous, et c'est là où on suscite des vocations. C'est quand on suscite l'indignation. L'indignation, c'est quoi? Cet avocat qui laisse passer un argument. Cet avocat qui va dire n'importe quoi, qui ne va pas défendre son client. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un avocat, il défend un client. Il ne va pas défendre une thèse. Un avocat, c'est pas quelqu'un qui justement épouse une thèse. À l'inverse, il va défendre une personne. C'est le propre des droits de la défense. Et ça, c'est absolument essentiel. Alors, on a la chance de faire ça. Puis moi, ma qualité d'universitaire, et également par le biais des relations qu'on a, j'ai encadré également 4 étudiants. Là, c'était pendant c'était à l'automne. 4 étudiants qui sont venus à la conférence des avocats pénalistes, l'association des avocats pénalistes. Ils sont venus, etc. Et Henri Leclerc, il présentait son ouvrage.
Et c'était absolument exceptionnel. Outre le fait d'avoir, moi, le plaisir de présenter tous ces grands noms d'avocats aux étudiants, c'était un des aspects qui était absolument essentiel. Une conférence qui était une conférence bien orientée, avec des gens qui avaient des choses véritablement à dire. C'était passionnant, cet aspect-là. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est. D'accord. Oui, je sais, quand je réponds à une question, on ne sait pas où je vais aller, mais voilà. D'autres questions? Moi, ce que j'aimerais souligner quand même, c'est que je crois qu'il y a un étudiant qui a fait Subaru en sortant d'une école de commerce. Oui. Sam. Donc ça montre bien que chez Subaru, n'importe qui, en sortant d'une école de commerce, on peut y arriver. Ah oui, oui. Donc ça montre bien qu'il y a un profil large de personnes qui peuvent réussir le concours. En fait, il faut partir je pense, d'un postulat de base pour réussir l'examen. Il faut partir d'une relation de confiance avec quelqu'un. Moi, cette relation de confiance, elle s'établit assez rapidement. C'est-à-dire que chez moi, il n'y a pas de filtre. Je dis absolument tout ce que je pense. Donc c'est bien, c'est quelque chose d'assez positif, qui m'attire quelques inimitiés néanmoins. Mais cet aspect de pouvoir dire tout ce qu'on pense, ça va conduire à quoi? J'ai un étudiant qui me contacte, qui me dit bonjour, voilà, j'ai une difficulté, voici quelle est ma difficulté. Je ne sais pas, par exemple, je suis en M1, j'ambitionne d'avoir un M2, comment je prépare mon CRFPA? Donc là, je lui parle de son projet. Est-ce que vraiment vous voulez passer le CRFPA? Oui. Bon. Dans une telle dynamique, je vais lui dire, alors pour vous, il ne faut impérativement pas que vous fassiez la préparation annuelle. Ce qui est pour vous, c'est la préparation estivale. Voici quel est le risque et l'aléa que vous encourez par rapport à ça, et voici les sacrifices à consentir. Bon, très bien. Quelqu'un qui va être en cours de M2, je vais lui dire, alors tu es en cours de M2, bon, quelle est la nature de ton M2? J'ai aucun jugement de valeur sur les M2. Il y en a des excellents, il y en a des moins bons. Je vais lui dire, c'est-à-dire, est-ce que tu as énormément de cours à l'heure actuelle? Non, tu n'as pas énormément de cours. Fais la prépa annuelle suivie de l'estivale, ça va permettre de te préparer au fur et à mesure ici, de poser les fondements. Je vais prendre un exemple qui est un exemple tout simple, la note de synthèse. Généralement, s'il y a des contre-exemples, on ne fait pas lors de son cursus de note de synthèse. Alors comme on ne fait pas de note de synthèse lors de son cursus, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir attendre par la suite pour faire la note de synthèse pour préparer l'examen. Quand tu fais une prépa annuelle, tu as un certain nombre d'exercices. Chez nous, il y a en tout et pour tout, pas loin de 20 exercices. 20 exercices, ça a le temps de te planter. Tu composes les 2-3 premières. Pour nous, elles sont déjà représentatives. On va regarder tes copies, on va les comparer. Là, on fait une copie corrigée en direct, c'est-à-dire que ton correcteur, ton concepteur de sujet vient, récupère toutes tes copies et regarde avec toi. Et dit alors la méthode que tu as appliquée, c'est laquelle? Donc tu as pris la méthode, je ne sais pas, par exemple la méthode scientifique. Je te sens sur les méthodes scientifiques. Non, très bien. Si dans mon exemple, tu prends la méthode scientifique. La méthode scientifique. Eh bien, à la place de la méthode scientifique, je te propose d'essayer la méthode littéraire. Et dans les méthodes littéraires, la pire d'entre elles, celle que moi j'ai jamais réussi à faire, tu prends ta base documentaire, tu lis le premier mot de la première ligne, le deuxième mot de la deuxième, le troisième mot de la troisième, tu es censé comprendre. Je n'ai jamais réussi. C'est pas grave, c'est pas pour moi. T'essayes, tu te plantes. On essaye une autre méthode, t'essayes, tu te plantes. T'essayes ma méthode pragmatique avec le travail autour de la page de garde. Celle-ci, elle est pas mal. Elle fonctionne pour beaucoup d'étudiants. On la prend, on se rend compte que voilà, ça fait baisser un peu ta note, mais tu te sens plus à l'aise. Et par la suite, plutôt que d'épouser une méthode, je vais t'aider à trouver ta méthode. Comment? En mixant certaines méthodes. Parce qu'il se peut que tu prennes dans la méthode littéraire la lecture, que tu prennes dans la méthode scientifique la rédaction du plan, et que tu prennes simplement quelques trucs des 3 autres méthodes qui sont susceptibles d'exister. On a le temps pour ça sur une annuelle. Estivale, non, on va prendre la méthode qui te va le mieux. La méthode objective qui te va le mieux. On n'a pas le temps de tâtonner sur 7 ou 8 notes de synthèse. Là, oui. Résultat, la note de synthèse, comme c'est le profil, quand même, on ne va pas dire d'un grand nombre, je vais essayer de vous donner un chiffre. Il y a au moins 20 étudiants de cette année qui ont été admissibles grâce à la note de synthèse. C'est beaucoup, 20 étudiants. Quand je dis admissible grâce à la note de synthèse, c'est-à-dire la moyenne. Nulle part, sauf en note de synthèse. C'est édifiant cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on a un travail autour de la matière qui est censée être la matière faible, qui peut permettre ici de booster des notes. C'est très important ça, comme disposition. Voilà. Après, quand on a une année dédiée, il faut s'étendre dans le temps, travailler progressivement. Mais il faut faire attention, toujours ce discours de confiance va faire en sorte que quand par exemple, vous allez m'appeler, vous allez me dire « Bon, voilà, je commence par quoi? J'ai reçu mes fascicules. » Je dis « Oulala, bouge pas. Écoute-moi bien, tu vas mettre de côté ton fascicule de procédure de responsabilité civile. » Ça va t'énerver. Hein, t'es énervé, je te sens énervé. Elle est énervée. Bon, je vais te dire, regarde, si je te demande de faire ça, c'est parce qu'il se peut que la matière soit réformée d'ici l'examen.
Donc dans l'immédiat, ne regarde pas encore. Travaille contrat. Travaille telle autre matière. Travaille le droit pénal. Et en procédure pénale, travaille tel ou tel thème, parce qu'il y a quand même certains thèmes qui risquent d'être impactés par les chantiers de la justice. Voilà, méthode de travail. Donc comme tu dis, chaque personne, il faut qu'il y ait d'abord une phase, j'ai un discours qui est clinique là-dessus, une phase de diagnostic. Tu vois, et tu essaies de voir le diagnostic. Le problème, c'est que le diagnostic, parfois, va faire ressortir des éléments qui sont des éléments personnels. Et une fois qu'on a le diagnostic, on essaie de voir le remède pour réussir cet examen. Et le remède, c'est parfois de travailler de façon différente. Moi, personne ne m'a appris ça. Moi, il m'est arrivé un avatar dans la vie terrible. Je vous racontais une histoire, en plus certains d'entre vous sont des années. Moi, c'était en deuxième année le moment du choc terrible qui s'est passé. Je suis en deuxième année et je découvre le droit administratif. C'était horrible. C'était horrible. Je découvre le droit administratif, j'ai une note calamiteuse, bref, je suis à la deuxième session, je suis certain de redoubler, j'ai un nombre de points de retard, mais hallucinant et tout. Et, à un moment donné, c'était qui m'avait dit ça? C'était ma maman qui m'avait dit ça, qui était instite, qui me dit « Je suis sûr que tu n'emploies pas la bonne méthode, comment tu fais ?» Et moi, à l'époque, je faisais des fiches. Et j'avais des stabilos de toutes les couleurs. Tu vois, c'était ça. Et ma mère me dit « Lis ton cours à haute voix. » Et on a fait un test, quand je stabile au boss, où je fais une fiche, ce que je retiens, par rapport à quand je parle à haute voix. Il s'avère que j'ai une mémoire qui est beaucoup plus auditive que visuelle. Je retenais beaucoup mieux. Je me suis vengé en septembre. Et après, mes notes, elles ont remonté. Et donc, j'ai eu mon année. Mais ça, encore une fois, personne ne m'a diagnostiqué en droit. Comment ça se fait que j'arrive à la fin de la deuxième année, que j'ai jamais eu un chargé TD qui dise qu'il y a plusieurs méthodes de travail? Non, ils nous en avaient dit, il n'y a qu'une méthode de travail. À Sup, c'est la même chose. Sup, c'est pas ma prépa, c'est celle des étudiants. C'est eux qui décident. La pédagogie, elle s'adapte à eux. On met un emploi du temps qui est adapté. Ils ont cours le matin, ils fichent l'après-midi. Ils ont les exercices à tel jour. L'emploi du temps, il est immuable. Il y a un jour de pause. On prépare les écrits et après uniquement les oraux. Pas tout en même temps. On ne mélange pas tout. Préparer les oraux au mois de juin ou au mois de juillet, ça ne sert à rien. L'oral, il intervient bien par la suite. Il faut d'abord être bon dans le reste. Et voilà, un petit peu. Puis il y a aussi, j'ai vu ce qui était pas mal, c'est les thématiques, les foules, les thématiques, pardon. Ah, ça c'est bien, ça c'est une idée. J'ai doublé la chose, etc. Alors, donc, on fait un certain nombre d'activités. Aujourd'hui, les activités sont pas mal encadrées par l'association des anciens étudiants. C'est nouveau. Alors, l'association des anciens étudiants, pourquoi? J'ai constaté quelque chose. Moi, j'ai bossé très longtemps en prépa. Les étudiants, quand on a un CV, ils oublient la case prépa. C'est-à-dire, pour eux, c'est une honte d'avoir fait une prépa. Moi, je veux que Subbaro, il soit fier qu'il y ait une prépa. Il y en a quelques-uns qui le font. Alors, pour ce faire, il y a différentes façons de procéder. Pour ma part, moi, ce qui s'était passé, c'est assez simple. C'est un peu, je peux faire une petite confidence perso et tout, comme ça, en aparté. Oui. Ouais, très bien, super, merci Thomas. L'idée, c'était que quand j'ai rencontré mon épouse, elle m'a dit, toi, tu vas arrêter de fumer. En fait, elle m'avait posé un deal, mais bon, j'ai arrêté de fumer. Et je suis devenu infernal. Elle m'a dit, va courir. Je me suis rendu compte un petit peu des bienfaits de la course à pied, outre le fait de cracher ses poumons en permanence, de pleurer, d'aller dans le froid et d'avoir quand même un discours qui est un discours très particulier, etc. C'est-à-dire, parfois, tu vois, je rentre de la fac, il est 20h30, tu te dis, tiens, si j'allais courir, pourquoi? Je me suis rendu compte que c'était quelque chose face auquel, notamment pour discuter avec d'autres personnes qui font du run, comme on dit, c'était quelque chose où on se retrouve quand même égal, alors qu'on vient d'horizons différents, et qui suscite, qui génère la confidence d'autrui. Pourquoi? Parce qu'on est en train de transpirer ensemble. On rétablit une inégalité là où peut-être au départ il y avait une inégalité. Et puis il faut dire les choses aussi, il y a la tenue vestimentaire. On est tous ridicules quand on court. Voilà, en dehors du fait de transpirer et tout, on est sur du fluo, on y va fort. Et donc, voilà, on se retrouve face à quelque chose. Parfois en cours, il y a des blocages. Des blocages face à la disposition des salles. Et je ne peux pas, à chaque fois que je donne un cours, dire aux étudiants, on va prendre la salle, on va éclater les tables de façon différente. Pourquoi? Parce que, tu vois, par exemple, ici, il y a une table entre nous et il y a une distance qui s'instaure ici. Cette distance-là fait en sorte que quand je parle, mademoiselle écoute, très bien, mais par contre, elle ne va pas avoir le réflexe nécessairement de elle venir vers moi. Il y a la caméra qui est tournée vers nous. Tout le décorum fait en sorte que l'attention est portée vers nous et que, du coup, les autres sont cachés. Partant de cette disposition-là, c'est la même chose en cours. Vous avez une personne souvent même qui est surélevée parfois, derrière un bureau. Donc lui parle et vous écoutez.
Ne serait-ce que aller au milieu des étudiants, déjà, ça change quelque chose. Aller courir avec eux, qu'est-ce que ça fait? Tu vas courir avec eux. D'abord, première chose, il faut savoir quelque chose, le muscle, c'est un cerveau. Non, le cerveau, c'est un muscle. C'est mieux dans le bon sens. Le cerveau, c'est un muscle. Donc, ça va s'entretenir. Donc ça, déjà, il faut en parler. Entretenir le cerveau, c'est par exemple faire des choses basiques. Non, on ne réussit pas mieux un examen en dormant moins et en ne mangeant plus. Non. C'est n'importe quoi. Le cerveau, il a besoin de se reposer. Alors, on fait des allégories et justement, on travaille avec ça parce que quand tu fais un effort physique, tu arrives à comprendre que tu as besoin de repos. Le cerveau, c'est la même chose. Tu as besoin de repos. Et ça permet surtout de comprendre davantage les gens. Tu vois comment ils courent, tu vois ce qu'ils sont capables de faire. Et parfois, certains, je les pousse à justement essayer de dépasser leurs propres limites physiques. Pas beaucoup, juste un peu. Ils les dépassent. Au moment où ils les dépassent, avec tout ce que génère le run et le sport, ils reçoivent en eux-mêmes, ils ont un sentiment de bien-être, de fierté d'eux-mêmes. Voilà, j'ai un élément sur lequel travailler. D'autres ont des blocages, n'arrivent pas à parler. Ceux qui ont des blocages n'arrivent pas à parler, ils arrivent toujours à parler quand on se met à courir. Déjà, il faut comprendre un truc. Comme j'ai un passé de fumeur, donc du coup maintenant j'ai fait du run, quand je cours, je parle tout autant. Oui, c'est impressionnant. Donc du coup, la personne qui est à côté de moi me dit à un moment donné, bon, ça suffit. Pourquoi? Et elle se met elle-même à parler. Pourquoi? Parce que dans son histoire, pensez à quelque chose, à des séries, par exemple Orange is the New Black. Quand tu prends une personne ex nihilo comme ça, sur ce qu'elle va t'envoyer, ou sa façon de se motiver, ou de réfléchir, ou de travailler, tu ne vas pas la comprendre. Si tu sais quelle est son histoire, tu vas pouvoir toucher dans son histoire un élément qui est un élément particulier pour la motiver. Parfois, c'est des éléments dramatiques. J'ai parfois des étudiants qui sont en train de vivre un drame familial véritable. Ça, on peut s'en servir non seulement pour les motiver eux, on peut aussi s'en servir pour les autres qui viennent me voir en disant « Oh là là, c'est arrivé, hein. Monsieur, il faut que je rentre chez moi. Pourquoi? Il va pleuvoir à la fin des cours. Du coup, voilà, comme j'ai les cheveux frisés, ils vont devenir comme ça et tout. » Là, tu dis, on va relativiser quand même. Ce problème-là, c'est un problème de rien du tout. Donc c'est ça un petit peu l'idée. On va courir ensemble, on fait des foulées. Il y a des jolies histoires dans ces foulées. Il y a comme ça un étudiant que j'ai accompagné jusqu'au marathon. Il y a comme ça un autre étudiant que je vais accompagner aussi jusqu'à un autre marathon. Il y a des semi-marathons comme ça qui se font. J'ai offert justement à un des étudiants que j'ai eu cette année une place pour faire une course ensemble, pour qu'ils puissent se dépasser. L'idée, c'est toujours ça, de réussir à se dépasser. De réussir à se dépasser. Après, ils ne sont pas obligés de faire ça. Là, on a développé ça aussi, on trouvait ça sympathique d'organiser des foot de temps en temps. Pourquoi? Ça permet aussi d'échanger d'une autre façon. Et c'est important d'un petit peu décloisonner les choses, de voir des aspects. Parce qu'on a, par exemple, j'ai un enseignant en droit des obligues, je le dis franchement, il n'est pas sur Facebook, donc je peux lui faire quelques compliments sans qu'il s'énerve. Il est intellectuellement monstrueux. Vraiment, il est monstrueux, mais bon, après, il a des passions qui me dépassent un petit peu. Genre, ouais, je vais te raconter la responsabilité du fait d'autrui, c'est génial et tout. T'es là, ah bon, d'accord, très bien. Mais les étudiants, ils osent peut-être pas nécessairement lui poser des questions. En le voyant courir, être sympathique, partager un café, etc., il en devient plus humain, plus accessible, et donc du coup, c'est pas sa pédagogie qui sera renforcée. La façon dont les étudiants le perçoivent, ils vont oser lui poser davantage de questions et interagir avec lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc il y a ça comme type d'activité qu'on fait, puis on essaye, autant que faire se peut aussi, dès le moment d'inscription à SUP, de faire en sorte que des liens s'établissent avec les professionnels. Bertrand Perrier, on en parlait, il est venu courir avec nous. Il a fait la web class. C'est sympa quand vous voyez ça. Et à l'occasion justement d'une des foulées thématiques, il y a un étudiant qui allait lui parler, et au moment où il veut lui parler, l'étudiant, il a réussi à se placer pour un stage. C'est une jolie histoire. Il y en a plein comme ça, des jolies histoires. Et combien, Bertrand? Bertrand ne le prend pas mal, tu verras certainement cet extrait-là, mais il court relativement bien. J'allais parler de son âge, etc., parce que bon, la même génération, mais quand même. Mais il court relativement bien, mais je suis nettement dessus. Hein, faut pas oublier, je suis quand même triple marathonien, je le rappelle sans cesse. Quintuple semi-marathonien, enfin je suis... T'as pourquoi fait 2 marathons? J'ai fait 3 marathons. D'accord. Paris 2 fois, Dublin, et à chaque fois j'ai explosé mes scores. Ah ouais, c'est ça, hein. Pas rigoler.
Mais là, le dernier marathon, disons que la chute en a été que plus difficile. Le tour, il est pas mal. Ouais. J'étais pas à poser les questions sur ce barreau, sur le CRPA. Voilà. Oui. Comme Thomas a dit, les questions sur comment se déroule l'année, l'examen. Oui. On avait plein d'informations sur ça, vu que je pense que vous êtes intéressés aussi. D'accord. Alors, l'examen en lui-même, on a une note de synthèse, c'est une épreuve de 5 heures. On a également le droit des obligations, épreuve commune à tout le monde, une épreuve de 3 heures. L'épreuve procédurale et l'épreuve d'option. Alors, les options, il y a 6 options. Droit social, droit civil, droit des affaires, droit pénal, droit administratif, droit international et européen. À chaque option correspond impérativement une procédure, sauf pour droit international et européen, où l'étudiant peut choisir entre procédure civile et procédure administrative. Au droit pénal, la procédure pénale est assortie. Pour toutes les autres, c'est nécessairement la procédure civile, sauf droit administratif qui va avec procédure administrative contentieuse. Voilà l'examen en lui-même. Pour passer le grand oral et l'épreuve de langue, il faut nécessairement être admissible, c'est-à-dire avoir la moyenne aux différentes épreuves. Et l'examen a lieu de façon nationale le même jour, c'est le même sujet, à partir du début septembre. L'examen est national en partie parce que les correcteurs restent des correcteurs de chaque IEJ, c'est organisé IEJ par IEJ. Il y a en gros, c'est pas toujours le cas, il y a en gros un IEJ par université. Les correcteurs sont les correcteurs sur place et le grand O, ainsi que l'épreuve de langue, reste ici de l'apanage des IEJ. Bon. Il y a une commission nationale qui détermine les sujets chaque année et qui envoie une grille de correction, plus ou moins impérative à respecter, plus ou moins détaillée. Voilà la façon dont on procède. Donc l'examen septembre, admissibilité fin octobre, puis par la suite grand O avec une proclamation des résultats nationaux début décembre. Voilà ce qu'il en est. Pour préparer l'examen, plusieurs façons. D'abord, première solution, on prépare pendant l'été. Très intéressant pour ceux qui ont eu un M1 ou un M2 ou qui ont dû travailler et qui ont été très occupés jusqu'au mois de juin. Pour notre part, on a regardé l'examen. L'examen, il faut savoir que les programmes ont été multipliés par 2, voire par 3, selon les matières. Donc, on ne peut plus préparer comme avant. Avant, on préparait en 6 semaines. On a réfléchi, on va préparer en 8 semaines. Là où les programmes ont gonflé, on n'a plus 24 heures de cours comme avant, on en a 40. 40 heures de cours sur l'été. 8 semaines, vous avez une pré-rentrée. Le lundi, c'est droit des obligations, 4 heures de droit des obligations, 9h, 13h. Le mardi, on a alterné d'une année à l'autre. La procédure, 4 heures. Bon, en obligue et en procédure, vous avez une petite trentaine d'heures de cours. Et puis l'option le mercredi, sauf les 2 dernières semaines où là, on ne fait que l'option, justement. Mercredi, pareil, 9h, 13h. Vous êtes censé ficher. Jeudi, vendredi, dimanche, vous avez les exercices. Vous composez, quand vous rendez votre copie, vous récupérez le corrigé. Vous travaillez dès l'après-midi le corrigé. C'est important, comme ça vous comprenez vos erreurs. Bien sûr, il faut garder ces brouillons. Vous comprenez vos erreurs. Vos copies vous sont remises sous 3 ou 4 jours. Et on continue comme ça dans la pédagogie. Le dimanche, alors le dimanche, pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut une pause à un moment donné dans la semaine. On a choisi le samedi, ça aurait pu être le vendredi, là c'est le samedi, parce que justement, généralement, on a vu la fatigue que ça peut générer. Le dimanche, on se dit, tiens, le dimanche, on adore tous les dimanches, 8h30, 13h30, je compose ma note de synthèse, je suis mort, je mange un petit peu, je survis, 14h30, 16h30, j'ai mon séminaire de correction. On explique ce qu'il fallait trouver, pourquoi. C'est encore frais. 16h30, là, tu peux plus rien faire, c'est fini. Hop, et on repart d'une semaine sur l'autre comme ça. C'est immuable. C'est immuable, ça permet justement, déjà l'emploi du temps, il ne s'adapte pas aux enseignants, c'est pour les étudiants. Le matin, on travaille mieux. On ne se disperse pas. Et l'après-midi, on est dans une dynamique de travail. On vous garde les locaux ouverts, vous voulez rester travailler sur place. Vous n'aimez pas travailler sur place, vous rentrez chez vous. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. On s'adapte au fur et à mesure. Il y a des formules aussi où c'est la même chose, simplement vous êtes à distance et vous avez accès aux cours. Les cours, c'est en petit comité, impérativement. Comme ça, tu peux poser tes questions. Monsieur, j'ai pas compris. Très bien, on explique. Et au début, tu vois, tu as toujours cet aspect-là où les premières mains qui se lèvent, c'est monsieur, ma question est certainement stupide, mais. Et là, tu dis, je suis sûr que ta question n'est pas stupide parce que ta voisine, elle se posait la même question que toi, mais elle ne le sait pas encore. Donc, c'est ça un petit peu la façon dont on organise. Là, ça nous permet de finir la prépa aux alentours, on va dire, du 18, du 19 août. Il te reste une dizaine de jours pour emmagasiner les connaissances parce que tu finis la prépa fatigué. Et il faut que tu reviennes en forme par la suite.
Et plus ça va, plus les étudiants nous contactent en disant je suis de plus en plus en forme, je le sens de plus en plus cet examen-là. Pas une trop grande durée entre la fin des cours et la préparation et le passage, mais pas trop court parce que sinon vous allez être crevé. Donc c'est pas possible. C'est comme un marathon. Ouais. Non, là tu es plus dans l'intensivité. La préparation annuelle, là tu es plus dans une dynamique de marathon avec une préparation qui est très progressive. Tu as d'abord tes différents cours. Là tu as cours le soir, 17h30, 20h30, dans les différentes matières. Il y a plus d'heures de cours qui sont prévues. Au bout de 2 mois de préparation à peu près, donc tu as magasiné une quinzaine d'heures de cours, là on commence les exercices. Il y a un foisonnement d'exercices. Travailler les exercices, et puis après le foisonnement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dernière phase avec des cours et des exercices, et là l'enseignant vient avec toi et t'explique pourquoi tu as copié comme ça. Plus encore, vous avez des supports pédagogiques, des fascicules. Et l'enseignant, il ne récite pas son fascicule. Il vient, il prend son fascicule. On va prendre un exemple, je vais prendre un exemple qui m'est fait à l'immédiat. On y va. On est en procédure pénale. J'arrive, bonjour, fascicule. Aujourd'hui, on va traiter de la garde à vue. Dans votre fascicule, c'est page temps à temps. Voilà ce qu'il faut retenir. Tac, 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 les éléments essentiels. Je ne relis pas, je fais les éléments essentiels. Par ailleurs, depuis la rédaction du fascicule, il y a eu quelques innovations. L'étudiant a peur, quelles innovations? Et je lui sors un arrêt de la veille. Tu vois, donc là, il dit, et je dis, mais ce n'est pas tout à fait essentiel. Voici ce qui est essentiel et ce qui est à retenir. Et voici comment on utilise ça. À peu près la moitié du cours, c'est un rappel des connaissances fondamentales mis en perspective. L'autre moitié du cours, je vous propose immédiatement un exercice. Et on travaille ensemble. Voici un exercice. Jacques est placé en garde à vue. Il veut choisir comme avocat son cousin. Par rapport à la notification des droits qui s'opère, la notification des droits s'opère au bout d'1 heure et quart. Quid juris? Là, les étudiants disent non, mais ça, c'est pas possible. Là, je dis attends. Syllogisme juridique, d'abord, pose l'article, va chercher l'article qui pose les problèmes de conflit d'intérêts. Va chercher l'article, la façon dont on le résout. Et puis, quelles sont les conséquences? Y a-t-il ou non nullité? Le résultat pratique est-il utile? Et on travaille comme ça avec l'étudiant. Il prend une connaissance, il la met en pratique immédiatement. Ce qui permet d'avoir d'emmagasiner des connaissances à caractère pratique. En cours, on ne traite que ce qui risque de tomber à l'examen. Quand tu traites une thématique comme la garde à vue, il y a uniquement 4-5 sous-thématiques qui sont susceptibles de tomber. Pas les autres. Je ne vais pas les détailler de façon trop détaillée parce que là, c'est au cœur de notre pédagogie, mais c'est ça l'idée. On creuse et on travaille ces éléments-là. Donc, tu composes régulièrement, tu travailles régulièrement. Et on corrige les exercices systématiquement. Voilà à peu près comment on fonctionne. Sur l'annuel, on prend le temps comme ça. Et puis l'estival qui s'ensuit, quelque chose approfondi. Puis certains ont des besoins spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ont planté l'examen à cause d'une matière. On propose des matières à la carte. D'autres ne veulent que s'exercer. On propose des exercices. On s'adapte aux étudiants, c'est pas l'inverse. Je répondais à votre question. Oui, merci. Je voulais savoir quels sont vos conseils pour suivre l'actualité en vue de préparer le grand oral. Alors, pour suivre l'actualité, pendant longtemps, on allait renvoyer à la lecture régulière des différentes revues juridiques. C'est vrai que ça peut être utile. Pour préparer et notes de synthèse et grand oral. Dans le grand oral, il faut savoir que ça s'est enrichi d'une épreuve de culture juridique générale. Donc, il faut avoir des connaissances. Comment on fait? Alors, il faut être franc, ici. On a décidé, d'un point de vue pédagogique, de faire quelque chose. C'est accessible à tous. Aujourd'hui, c'est sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube Subbaro. C'est les Flash Juris. Toute question d'actualité, il y a un point, 5 à 10 minutes grand maximum, où on détaille ça. Les crèches de Noël, pendant la période de Noël. On a fait également l'indépendance du parquet, également le délit de consultation de sites terroristes, et ainsi de suite. Tout ce qui a trait, l'euthanasie, dès qu'il y a une décision importante, on vient, on le traite. 5 à 10 minutes, ça vous permet comme ça d'emmagasiner un certain nombre de connaissances. En plus de ça, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Pourquoi s'en priver? On a un groupe généraliste pour les différentes actualités qui recense les actualités à caractère juridique, qui s'appelle tout simplement Actualité CRFPA. Il y a des actualités, c'est vrai que souvent c'est moi qui les poste, mais pas systématiquement. Et vous avez des actualités qui vous permettent de voir là-dessus. Je partage très rarement des articles de presse. J'ai rien contre les journalistes, ce sont nos amis. Oui, mais bon, parfois quand même, c'est n'importe quoi qui est écrit là-dessus, notamment par rapport à la présomption d'innocence. J'utilise également mon blog parfois pour certaines actualités. La page Subbaro est très utile, elle abrite tout ça. Mon blog sur certaines actualités qui vont permettre par exemple de décrypter un aspect. C'est assez utile parce que finalement, quand on prend une question sur Jérém Star, je viens sur Jérém Star, et ça là-dessus, il y a quand même quelqu'un qui a trouvé à redire là-dessus. Je pose une question sur Jérém Star l'année dernière, pour le Grand O, en disant Jérém Star est-il un lanceur d'alerte? C'est assez intéressant comme question, ça justifierait ce qui se passe aujourd'hui. Là aujourd'hui, on vient, il est accusé de 1000 mots, et ben, très bien.
Est-ce que sa présomption d'innocence est ou non respectée? C'est autant de problématiques sur lesquelles on fait. Il y a également le blog Liberté, Liberté Chérie qui est pas mal fait, où il y a des actus en matière de liberté. C'est intéressant. Mais ne démultipliez pas les sources au risque de vous perdre. Privilégiez les sources primaires, j'entends par là. Tiens, on m'a mis en lien un arrêt de la Cour de cassation, et sur cette page, c'est le cas pour Actualité CRFPA, il n'y en a pas 50 non plus. Donc quand il y en a un, c'est qu'il est très important. Un arrêt de la CEDH, vous verrez, sur les arrêts de la CEDH, alors là je sais, je vais me faire retoquer par un certain nombre de personnes qui regardent, sur les arrêts de la CEDH, tu as par exemple, il est assez rare que je mette des arrêts qui sont rendus contre la Moldavie. Je n'ai rien contre les Moldaves, n'en demeure pas moins qu'il est difficile de comparer le droit moldave et le droit français, sauf si c'est un arrêt pilote. Mais très prochainement, par exemple, je vais remettre un certain nombre d'éléments sur l'arrêt pilote qui tente à être rendu contre la France et qui devrait être rendu s'agissant de la prison de Fresnes et l'indignité qui y est. Bon, voilà, ça fait partie de ces éléments-là. Ne pas se démultiplier, choisir son média. Une petite chaîne YouTube, c'est bien parce que ça vous permet d'écouter en même temps. Vous pouvez le faire, j'allais dire dans votre voiture, vous n'avez pas regardé une vidéo dans votre voiture, mais vous pouvez le faire à la maison, voilà. C'est quelque chose de parfaitement adapté pour bien préparer cette épreuve. Est-ce que vous pensez que c'est possible de le faire en parallèle d'un M2 ou est-ce que c'est trop, ça serait trop de charge de travail? Alors, je répondrai après. Alors, le passer en parallèle que du M2. Tout va dépendre du M2. C'est-à-dire, si à l'heure actuelle, vous me dites, mon M2 consiste à avoir cours 2 à 3 jours par semaine. Oui, c'est possible. Surtout que certains M2 voient leur fin arriver tôt dans l'année. J'entends par là, je connais quelques M2 dans lesquels fin février, c'est terminé. Dans cette hypothèse-là, il y a une solution, c'est-à-dire quand je vous parle d'une prépa à la carte, notre préparation annuelle a commencé sur place cette semaine. Mais les cours sont filmés. Et on peut proposer cette préparation annuelle à distance, ce qui va vous permettre, dès que votre M2, le rythme devient moins dense, de pouvoir prendre le pas et immédiatement commencer à préparer. Avec des entraînements qui sont des entraînements ici qui sont extrêmement réguliers. Et ça va vous permettre de renforcer vos chances pour la réussite finale. Et c'est, je pense, assez utile. Après, parfois, les étudiants, notamment quand je viens dans différentes universités, ils me disent « Oui, mais on a peur de ne pas avoir le même soutien à distance. » Non, c'est faux. On a une plateforme numérique qui va vous permettre de dialoguer avec vos enseignants. En plus de ça, que ce soit moi, que ce soit la directrice pédagogique ou la responsable pédagogique, on est très accessible. C'est-à-dire qu'il est très facile de venir et de faire un point qui est un point régulier. Pourquoi? Parce que justement, votre réussite, elle nous importe. Vous n'êtes pas un numéro chez nous, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'on va faire le point. Mais toute l'idée va être de discuter après plus avant, quand on aura interrompu peut-être la vidéo, sur quel M2 vous faites exactement, quelle est précisément la charge de travail que cela exige, et l'objectif final. Si dans l'objectif final de votre M2, il est nécessaire pour vous d'obtenir une mention, par exemple, et que tout va se jouer sur les mémoires, je vous dirais décaler la préparation de votre CRFPA dans l'immédiat. Décalez-la à l'été, une fois que les dés seront jetés. Si par contre votre M2 est bien parti, la rédaction du mémoire est déjà bien entamée, je vais vous dire dans ce cas-là, c'est le moment déjà de s'y lancer. Le plus tôt possible est le mieux. Et on ne vous mentira pas, on ne vous dira pas tout de suite commencer à préparer telle ou telle matière, parce que si ce n'est pas adapté à votre situation. On dit ça, on parle souvent de maturité quand on parle de l'examen du CRFPA. Ça va dépendre. Pareil, une nouvelle fois, il faut une discussion pour savoir si votre projet est tout à fait fixe. Il faut surtout que vous vous placiez pour passer l'examen en zone de confort. Vous, peut-être, vous avez besoin de la maturité. D'autres, par contre, ont besoin, vous savez, de cette espèce d'instinct du tueur, etc., qui va être celui d'un étudiant qui est novice et qui va aller vers l'examen et on va lui faire gagner l'expérience en lui racontant l'expérience qu'il aurait eue s'il avait raté l'examen. D'autres ont besoin de maturité, de passer quand ils sont tout à fait prêts. Mais quelles que soient les situations, on va s'adapter. Mais c'est une question aussi de caractère. Mais surtout, ne pas se mettre hors de sa zone de confort. Si d'ores et déjà vous êtes mal à l'aise avec la préparation de l'examen en vous disant « Non, mais je ne le sens pas, je ne suis pas sûr », le problème de motivation va rapidement se poser. Donc autant prendre son temps et puis de le préparer de la façon la plus, on va dire, la plus adaptée possible. Justement, pour rebondir, quels sont vos conseils pour les personnes qui ont échoué une fois, voire 2 fois? D'abord, de dire quelque chose de très bien. C'est très bien d'avoir échoué. Je connais quelqu'un qui a échoué et qui est très fort, c'est moi. Je connais une autre personne qui a échoué et qui est très forte, c'est Bertrand Perrier. Voilà.
On a échoué une fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Moi, quand j'ai échoué, j'ai fait la gueule. J'étais en colère, j'avais dit à tout le monde que j'allais réussir. Mais bon, voilà, je me suis dit, ma vie est terminée, c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis, il y a un moment, il faut passer à autre chose. Alors, je suis passé à autre chose. Puis, l'année suivante, je me suis vengé. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé entre-temps. J'ai écrit un article là-dessus sur mon blog qui m'a beaucoup ému tout seul. Hein. J'étais devant mon ordinateur, je pleurais. Bon, voilà, et je suis tombé là-dessus, c'est-à-dire que je l'ai passé à la fin, à l'époque on disait maîtrise. Donc, à la fin de mon Master 1, je le passe, je ne l'ai pas. J'avais pourtant de bons résultats à l'époque. Puis j'intègre un DEA, donc un M2. Et au cours de ce DEA, je regardais mes enseignants et je me dis, ça serait quand même pas mal d'enseigner. Faire une thèse, tout ce tralala, ça me dirait bien de faire ça aussi. J'ai repassé mon CRFPA et je l'ai eu, en faisant un choix tactique, pas un choix du cœur. Et j'ai commencé à enseigner au moment où je passais le CRFPA. Si je l'avais réussi la première année, j'aurais pris mon M2 un petit peu par-dessus la jambe, j'aurais fait en même temps que l'école d'avocat, et je l'aurais réussi ric-rac, je pense, et jamais je me serais posé la question d'enseigner. Ça a changé ma vie en mieux. En mieux, non pas que j'aurais été un piètre avocat, le peu que je l'ai été, je pense que j'ai fait ce que je pouvais, et j'ai jamais renoncé au fait que je reviendrai un jour dans la profession, mais c'est surtout l'enseignement qui m'a gagné, c'est-à-dire c'est devenu une passion très vite, et la passion, elle ne s'est pas arrêtée. Il n'y a pas eu un moment où elle s'est tarie, etc. Il y a parfois des cours, je n'y arrive pas, je suis fatigué, je ne m'en sors pas, mais il y a des moments où je suis tellement heureux d'être là où je suis, que je continue. Dès que ce ne sera plus le cas, je retourne à la profession. Mais il y a une grande fierté d'enseigner. Cette grande fierté, c'est quoi? C'est notamment aujourd'hui, dans les avocats, même dans mon équipe pédagogique, les avocats sont mes anciens étudiants. Et quand je les vois plaider, ça me fait quelque chose. Je me dis, c'est présomptueux, hein, c'est très présomptueux. Surtout parfois, il y en a certains qui sont un petit peu ingrats, mais je me dis parfois qu'il y a un petit peu de moi en eux au moment où ils plaident. Hein, un petit peu, un tout petit peu. À un moment donné, une phrase, une tournure de phrase, les différents éléments, les tics de langage, vous savez, ces tics de langage, parce que je sais que j'en avais certains il y a quelques années, j'en ai moins aujourd'hui, mais enfin des tics de langage quand même assez cachés. Mais quand je vois des personnes prendre la parole en reprenant ces tics de langage, ça me fait toujours beaucoup sourire. Mais c'est très, c'est quelque chose de très gratifiant. Alors, comment on se remet? Ça, je n'ai pas les connaissances de savoir comment on se remet, mais on se remet. Il faut faire son deuil. Il faut dire, voilà, je n'ai pas réussi. Mais il faut faire du temps qui vous sépare de la fois où vous allez repasser, un temps qui est un temps utile pour mettre des choses en place pour vous-même, développer son réseau, connaître des personnes, aller aussi faire des choses qui sont différentes, affermir votre projet professionnel, rencontrer des gens de façon générale. C'est quelque chose de très utile. Parce que ça peut être un booster de carrière, ça. Vous rencontrez quelqu'un, par exemple, cette personne-là vous proposera un stage qui entraînera une collaboration. Si ça n'avait pas été le cas, vous auriez un stage tout pourri, avec une collab bof-bof derrière, et il vous aura fallu 2-3 ans de barre pour arriver là où vous devez aller. Vous pouvez gagner du temps comme ça, en faisant un diplôme nouveau, en rencontrant de nouvelles personnes. On apprend énormément grâce à ces erreurs. Vous arrivez et vous êtes vraiment, à un moment donné, capable de faire quelque chose de largement meilleur et finalement de gagner du temps. Puis c'est bien ça apprend à être humble. Il y a 2 tactiques aussi. Soit je le rate, je dis à personne que je le repasse et là on voit. Soit on y va, on va au combat tout nu et on se dit j'y vais et si je rate, bah écoute, je rate. C'est comme ça. Moi l'agrégation, j'y suis allé une fois, ça s'est pas super bien passé. Alors j'ai recommencé une 2e fois, toujours pas. 3e fois, j'ai cru comprendre que c'était pas véritablement pour moi. Et puis ce qui s'est passé, c'était très simple. Hein. C'est la 3e fois, au 3e échec. Quand même 6 ans de ta vie qui passe, tu te dis c'est lourd maintenant. Tu ne peux pas me le donner cette agrégation. Tu arrives en cours. Et en cours, il s'est passé un des cours où quelque chose se passe par rapport à un étudiant spécifiquement. Et cet étudiant-là, je lui dois d'être resté là-dedans. En me disant, quand bien même je suis maître de conférence, c'est quelque chose, le métier, aujourd'hui, me plaît. J'enseigne à des étudiants.
Alors bien sûr, c'est beaucoup plus galère sur certains points. Quand je propose un certain nombre d'innovations pédagogiques, on me dit non, c'est pas possible. Là, à l'heure actuelle, c'est quoi? J'ai l'outrecuidance de faire venir en cours de procédure pénale, un avocat, un magistrat, un douanier, un responsable de la pénitentiaire et un flic. Pourquoi? Pour qu'ils donnent leur vision de la procédure pénale. Moi, je trouve ça super. J'adore ce que je fais. C'est un super métier que j'ai. J'ai beaucoup de chance, j'ai la possibilité de faire ça. C'est très utile. Quand on prépare le CRFPA, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'idée qui fonde Subbaro est quand même finalement une idée simple. Pour que l'étudiant réussisse, tu le places au cœur de ta pédagogie. Tiens, on n'y avait pas pensé avant. Surprenant quand même. Voilà. Donc c'est ça. Donc l'idée, c'est de te relever. Mais dans ta profession, tu tomberas souvent. Des dossiers, tu vas en perdre beaucoup. Alors je sais, il y en a, on dit, ils perdent jamais leur dossier. Oui, tu perds jamais ton dossier quand tu le choisis. Moi, j'espère que tu ne choisiras pas tes dossiers. Donc, justement, tu iras sur des dossiers impossibles et tu réussiras quand même. D'autres questions, jeune homme? Moi j'ai une question, mais plus par rapport aux convictions des avocats qui se retrouvent à défendre des actes contraires à leurs convictions. Est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable? Il y a une belle conférence de Alain Jakubowicz là-dessus. Est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable? Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas comment vous allez la prendre ou pas. Est-ce qu'on peut défendre par exemple un pédophile? Alors moi, ma réponse serait, quand j'étais avocat, la réponse était oui. Parce que c'est pas l'acte que tu défends, c'est la personne. Un pédophile, il faut impérativement obtenir, quand tu es son avocat, déjà, il faut arrêter de schématiser les choses à l'américaine en disant « Ouais, je suis l'avocat du pédophile, je vais faire en sorte qu'il sorte de prison pour violer plein d'enfants. » Super. C'est pas ça ton rôle. Tu as un pédophile face à toi. Si chacun fait correctement son métier, ton pédophile, il va aller en prison. Ça, d'accord. Ton but n'est pas tant qu'il aille peu de temps, beaucoup de temps en prison. Ton but, c'est quoi? C'est surtout qu'il ait, à la sortie de prison, une surveillance de sûreté ou ce qu'on appelait avant le suivi socio-judiciaire. Parce il est pédophile, à mon sens. Je vais dire quelque chose qui est horrible. Il a un problème, il a une maladie mentale. On ne peut pas être pédophile. C'est impossible, je ne comprends pas cet état de fait. Donc, il a une maladie. Il va aller en prison, ça ne l'empêcherait pas d'être pédophile. Plus encore, s'il est malin, il va aller en prison, il va se porter volontaire pour avoir un traitement inhibiteur de libido, une castration chimique. Et il va arrêter son traitement à la sortie de prison. Donc il faut le suivre à la sortie de prison. Il faut qu'il y ait un psy derrière lui. Il faut qu'il aille pointer régulièrement au commissariat. Il faut lui mettre un bracelet électronique. C'est essentiel parce qu'il sortira un jour. Et comme il sortira un jour, il faudra faire en sorte que quand il sorte, on soit susceptible de le guérir. On n'a pas le choix. Et c'est ton rôle en tant qu'avocat de sensibiliser les gens à ça. C'est-à-dire, quand vous mettez un gars 20 ans en prison, vous déclenchez une bombe à retardement. Le mec, il est entré en prison pédophile. Est-ce que vous pensez vraiment, quand il sortira, ah ça y est, je suis plus pédophile? Non, c'est une maladie. Il faut le traiter à l'issue comme tel. Donc, c'est un point qui est essentiel. Et puis, il y a cet aspect par rapport à la pédophilie. On peut s'essayer par rapport au terrorisme. Je pourrais vous faire des discours qui sont des discours angéliques sous ce type de questions-là, mais aussi sur un certain nombre de renoncements. C'est-à-dire que, concrètement, c'est chaque avocat qui va, en fonction de ce qui pour lui relève de l'ordre de l'intolérable, savoir s'il est capable ou non de défendre. Il faut qu'il y ait un avocat pour défendre chaque type de client. Il le faut, c'est impératif. C'est à ça qu'on distingue un état de droit d'un état de fait. Quel tel avocat ne veut pas défendre des terroristes? Très bien, mais il y en aura un autre. Après, en pénal, il faut s'accrocher. Mais si tu veux devenir pénaliste et tu dis, alors moi, je ne fais pas les drames conjugaux, je fais le terrorisme, non, pas du tout. Le racisme, non, ça me fait mal au cœur, c'est triste. Les animaux, je ne fais pas non plus. Quand il y a du sang, j'aime pas, ça me rend malade. Ne fais pas pénal, fais fiscal. Parce que c'est pas possible. Mais si par contre, tu as une clause de conscience qui se pose sur un élément précis par rapport à ton histoire précisément, dans ce cas, oui, effectivement, tu peux la poser. Mais à mon sens, le droit doit justement permettre de se défendre. C'est très important. C'est là où on va avoir un état de droit véritable de ce point de vue-là. Ouais. Et c'est bien sûr, c'est délicat, c'est par rapport à ça.
Après, tu as des avocats qui ont des convictions, qui sont des convictions fortes. On peut être avocat et militant. Ça, c'est certain. Après, militant, il faut trouver sa cause. Alors, vous êtes des âges encore où on peut se trouver une cause, à proprement parler. C'est bien de pouvoir être capable de venir et de défendre ce qui vous tient à cœur. Et cette profession, elle vous offre ça, justement. D'être capable de faire ça. D'être capable de défendre ses passions. Il y a des avocats spécialisés dans tout type de domaine. Droit équin, par exemple. Tu adores les chevaux, c'est super, tu vas pouvoir défendre. Non pas les chevaux vraiment à proprement parler, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, droit du sport, c'est une spécialité qui est assez sympathique pour ceux qui aiment ce type de problématique. Très délicate, hein. On est en cheval droit public, droit privé. Le pénal n'est jamais loin. On a comme ça différents points de vue qui vont dans ces aspects-là. Moi, je te dis, par exemple, en termes de clause de conscience, le plus original qui est, alors c'est pas très original parce qu'il s'agit de mon épouse, mais elle est pénaliste, elle ne défend pas des personnes qui maltraiteraient les animaux. Par contre, elle défend les terroristes et les pédophiles. Pourquoi? C'est comme ça, sa clause de conscience s'oppose là. Elle n'est pas à même d'y arriver. Voilà, c'est un point qui est délicat. Moi, j'ai pas encore trouvé la thématique qui faisait en sorte, c'est ça. Mais il y a eu un dossier que j'aurais dû avoir, et pour des raisons et par respect pour mes parents, je ne l'ai pas pris finalement. Donc on revient un petit peu au même. Donc c'est ça un petit peu l'idée générale. Je vous ai séché là. Super, ouais. C'est disponible partout en France. Comment ça se passe en fait? C'est rattaché à l'université ou... Alors non, c'est une structure privée qui aide à la préparation au CRFPA. On a un numéro, on est déclaré, voilà, c'est pas indispensable, mais nous on a souhaité le faire. Notre organisme ici prépare, donc bien évidemment il est payant. On a plusieurs types de formules, à distance et sur place. On a 2 centres aujourd'hui, un centre à Paris et un autre qui ouvre à Lyon. Demain peut-être Poitiers. Hein. Donc on a 2 centres qui sont désormais actifs. On a des enseignants dans les différents centres. Les cours étant aujourd'hui filmés, ils peuvent être mis à la disposition de tout étudiant. Et voilà. Par rapport à un IEJ, il ne faut pas voir les choses en termes de c'est concurrent, c'est pas concurrent. C'est pas concurrent. L'IEJ organise l'examen et prodigue des cours par ailleurs. Il y a certains IEJ, ils prodiguent des cours, c'est certainement très bien ce qui s'y passe. Nous, on propose une offre à côté. Les étudiants ne sont jamais obligés de prendre notre prépa. Après, parfois, ce qu'on critique, c'est que ça a un coût. Ah oui, on ne va pas faire du bénévolat non plus. Et on essaye que le coût soit juste. C'est-à-dire entre l'examen avant la réforme et après, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas modifier les tarifs. Or, aujourd'hui, on va faire un calcul rapide. Tu prends l'épreuve de droit civil à l'examen. Dans l'épreuve de droit civil, il y a patrimonial. Donc, il faut acheter un bouquin en patrimonial. Il y a contrats spéciaux. Il faut acheter un bouquin en contrats spéciaux. Un bouquin. Contrats spéciaux, c'est une matière, c'est monstrueux. Généralement, on a le temps de traiter que la vente, mais il y a beaucoup d'autres contrats spéciaux. Donc, contrats spéciaux, sûreté, régime mat, il m'en manque un, famille. Voilà. J'achète 5 bouquins. J'achète le code civil, bien évidemment. Bon, très bien. Déjà, tout ça, c'est un coût. 5 bouquins, un bouquin sérieux, c'est déjà 30 à 40 euros et ainsi de suite. Je continue, procédure civile. Je dois acheter un bouquin de procédure civile à proprement parler, d'alternatif au conflit et de procédure civile d'exécution. 3 bouquins. Donc, je continue à magasiner. Et un code. Finalement, le coût aussi de la réforme, il est important quand on le répercute de cette façon-là. Tu rajoutes à ça l'inscription à l'IEJ qui parfois est chère, on arrive au prix d'une prépa qui fournit des supports pédagogiques et des cours. Donc voilà, c'est pas concurrent, mais on s'adresse aussi à d'autres types de personnes. Il faut savoir aussi quelque chose, de par le mode d'organisation des IEJ, des étudiants peuvent ne peuvent parfois pas assister aux cours à l'IEJ. Pensez aux étudiants qui ont un boulot, qui doivent bosser à côté justement pour se financer l'examen. Voilà, c'est un investissement. L'idée, c'est la chose suivante. C'est un étudiant qui le résumait la dernière fois. Il m'a dit, oui, j'ai fait la prépa, j'ai peut-être pas nécessairement les moyens pour y arriver, mais je vais arriver à payer la prépa. Parce que une année, sans l'avoir, me coûterait plus cher que payer le prix d'une prépa. Une année sans l'avoir, c'est le risque. Quand tu arrives, tu es primant, tu sais pas comment ça se passe, tu arrives le jour J, tu découvres le sujet d'examen, tu as un temps d'adaptation.
la prépa, et puis, je sais pas, il y a un truc que je comprends pas. L'examen, il est en septembre, on te prépare tout au long de l'année, mais pas pendant l'été. Or, c'est pendant l'été qu'il faut tenir l'étudiant. C'est très difficile, il y a plein de tentations pendant l'été. À Poitiers, qu'est-ce qu'il y a comme tentation pendant l'été? Qu'est-ce qu'on C'est le problème des prépénats publics qui préparent Ouais. jusqu'au mois de juin, puis après ils lâchent Non, mais les étudiants. Là, tu comprends pas, c'est terrible. C'est-à-dire que tu as des étudiants, ils sont complètement traumatisés par un élément qui est précis. Ils voient leurs petits copains sur Instagram, sur Snapchat, qui sont en train de s'éclater au bord de la mer, qui font du surf, qui plongent la tête. On avait vu ça là cet été, ils plongent la tête dans un aquarium plein de mojitos. Voilà, ils sont pas bien. Eux, ils sont sous la pluie, la grisaille, à essayer de composer. C'est difficile de se motiver. Puis là, non, ils sont avec leurs petits camarades. C'est bien. Il y en a qui ont la solidité intellectuelle pour... Pendant l'été, tu continues à travailler et qui savent le niveau d'exigence, mais c'est délicat. Et sinon, à la prépa, on te le dit. Est-ce que c'est une option de partir en vacances et de suivre les cours à distance? Par exemple, partir aux Seychelles et puis Non, ça c'est. Non, il n'y a que moi qui ai le droit de partir aux Seychelles pendant une préparation. Non. C'est pas une bonne idée parce que tu te dis je vais travailler, mais en fait, tu travailles pas vraiment. Oui. T'es là, regarde, t'es aux Seychelles, c'est très beau les Seychelles. Tu viens, t'es sur la plage, tu te dis ouais, je vais suivre mon cours, mais t'es pas en condition d'examen. Je vais composer, t'es en train de composer, t'es avec un mojito, t'es tranquille sur ta plage, note de synthèse, tu racontes n'importe quoi. Non, c'est pas assez représentatif. Non, faut chez soi, faut dans une bibliothèque, faut dans les cours, faut se faire un petit peu mal pour réussir. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y a des vies qui ont été changées grâce à ça. Vraiment. Il y a des gens, tu les voyais arriver à la prépa, mais c'est même d'un point de vue physique, ils ont évolué. Et aujourd'hui, on aime bien intégrer nos anciens comme correcteurs de copie, on les forme pour ça, et puis par la suite, ils le font. Et on les voit arriver au cours de la prépa, tout beau, tout bronzé, comme ça, qui se la joue, qui dit oui, moi, quand j'étais à ta place, tu vois, j'étais comme ça. C'est bien passé. Et je leur dis, arrête, il y a 1 an, tu étais là, tu pleurais, et tu n'étais pas bien. Et il y a des belles histoires humaines, parce que finalement, on sympathise beaucoup. C'est une histoire humaine qui te mène jusqu'à l'examen d'autres personnes. Et c'est terrible, parce que vraiment, quand je te dis, on est pendant 2 mois, moi j'ai fini la prépa, je suis HS, mais nerveusement, on est une éponge à émotions. Ça pleure, ça crie, voilà, il y a des très belles réussites. Et ceux qui ratent, il faut les soutenir encore plus. Et parfois on a ça comme aspect, c'est-à-dire qu'on est même susceptible, donc aujourd'hui je vous dis, il y a ça, on a des étudiants qui réussissent, qui me reprochent aujourd'hui d'être moins présent pour eux aujourd'hui que pour ceux qui ont raté. Mais c'est évident. Je ne peux pas faire autrement. Ceux qui ont raté, c'est comme un contrat qu'on a passé, beaucoup plus moral. Ils ont raté aujourd'hui, hier, il faut qu'ils réussissent demain. Ceux qui ont déjà réussi, je les adore. C'est très bien, c'est super. Mais voilà, c'est leur histoire, elle continue. Les autres, il faut les accompagner. Parce que je ne peux pas les laisser comme ça. Et c'est ça l'idée de se dire on va réussir quelque chose. Parce que c'est vrai, le taux de réussite, il est plus fort quand on le passe pour la 2e fois. Et il est encore plus fort quand on le passe pour la 3e fois. Mais encore faut-il quand on le passe pour la 3e fois avoir quelqu'un qui a les nerfs solides. C'est pour ça qu'on travaille avec un psy, avec des coachs. Parce qu'ils vont aider à ça, à avoir les nerfs pour tenir jusqu'au bout. C'est dur de le passer 3 fois. Les gens qui le passent pour la 3e fois, je les trouve très méritants, plus que les autres. Grand silence comme ça. Plus de questions. Ouais. Très bien. Bon, on vous remercie. Merci beaucoup Thomas de cette invitation. C'est toi que je te remercie, Michael. Ouais. Et on va continuer en off. Comme ça, ceux qui sont sur place, ils ont un petit avantage. Et on va leur offrir des ouvrages Henrik B. Édition. Voilà, j'en montre un. Celui-ci. Voilà. Ou encore des lexifiches. Merci beaucoup Henrik pour ta générosité encore une fois. À très bientôt. Bonne soirée.